Bonsoir Salut Céline, Céline. tu vas bien? Ouais, je suis à fond sur le son. Je peux pas faire mieux là. Ok, Est-ce que toi tu m'entends? je t'entends très bien, impeccable. Et toi, tu m'entends aussi? Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais, impec. Super. Ouais, Bah, c'est bonsoir à cool. tous. J'ai même eu mon t-shirt, alors on voit rien. Un t-shirt petite canne d'amour. Bon, Oh, tant pis. ouais, ça coupe l'écran quand on est à deux, il y a un peu de Ouais, différence, hein. c'est pas Voilà. grave. Bon, bonsoir à tout le monde, ceux qui sont là en tout cas. Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va parler de parentalité et de neuroatypisme avec Céline. Donc vous avez droit à deux Céline pour le prix d'une, dis donc. C'est ça. On va essayer de pas se tromper. Nous, en tout cas, on va pas se tromper dans les prénoms, ça c'est bien. Donc Céline, bah, si tu veux te présenter. Oui, bah bonsoir à tous et merci d'être là. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui interagissent, c'est super. Donc, je suis Céline et je suis la créatrice du métier à tisser. Et je suis en fait facilitatrice de la relation adulte-enfant. Euh, alors, je suis formatrice pour les professionnels de l'enfance, euh, pour les aider en fait à repenser la relation adulte-enfant et être dans une relation plus respectueuse de l'enfant et qui permet de s'extraire de la violence éducative ordinaire. Et je suis aussi accompagnante en parentalité et notamment, bah, je suis assez passionnée par le sujet du neuroatypisme, étant concernée dans ma famille avec mes deux enfants et d'autres personnes de la famille aussi d'ailleurs. Voilà, donc je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir invitée ce soir pour parler de ce sujet avec toi. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Ceux qui sont présents avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions, à marquer aussi d'où vous venez si vous voulez. Et ceux qui regarderont en replay, vous pourrez mettre aussi dans les commentaires que vous êtes de la team replay avec le hashtag replay. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et puis pour ceux qui sont arrivés dernièrement sur le compte. Je suis Céline aussi. Je suis la fondatrice de Petite Graine d'Amour. Moi, j'ai des ateliers de portage et de massage bébé. Je fais aussi du massage bien-être pour les femmes et pour les futures mamans. Et je suis également accompagnante en parentalité. J'ai décidé d'inviter Céline avec nous ce soir pour découvrir un petit peu plus ce que c'est le neuroatypisme. Et du coup, elle m'a posé une bonne question en préparant ce live par rapport à ma fille qui est dyscalculique, et en me posant la question, bah, est-ce que ça rentre dedans? Du coup, je me suis un peu repenchée sur ce que c'est la dyscalculie. Et effectivement, je pense que ça rentre dedans, Céline, parce que c'est un trouble neuronal. Et moi qui ai minimisé un petit peu les choses, parce que mine de rien, ça la touche, mais pas plus que ça dans la vie actuelle. Mm. Ça pourra peut-être jouer plus tard. Ouais, tout à fait. Voilà, donc je vais te laisser présenter un petit peu ce que tu veux nous dire. Oui, merci, hein. Mais effectivement, oui, je pense que les troubles 10 font partie de ce qu'on appelle le neuroatypisme. Alors en fait, il n'y a pas de définition précise de ce qu'on peut entendre par neuroatypisme. On y met principalement deux grandes catégories de profils un peu particuliers. Tout ce qu'on appelle les personnes, enfin enfants et adultes aussi d'ailleurs, qui présentent ce qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux. Alors je dis tout de suite, j'y reviendrai, mais j'aime pas le terme de trouble parce que je le trouve assez réducteur. Il fait penser vraiment à la maladie, alors qu'il y a certes des choses qui sont pas forcément faciles à vivre, qui sont un peu différentes, mais il y a aussi plein de potentiel derrière. Et en fait, ces troubles neurodéveloppementaux, ça va concerner principalement les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, le trouble du spectre autistique, TSA, les troubles 10, justement, donc avec la dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, il m'en échappe, il y en a qui m'échappent, ouais, dysphasie, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore hum, Mm. Oui, Bon, dyslexie, ouais, dyspraxie, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie. dysorthographie, voilà, exactement. Il y a aussi, on y met dans ces troubles neurodéveloppementaux le syndrome de Gilles de la Tourette et probablement Mhm. aussi d'autres types de syndromes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. Et puis la deuxième grande catégorie de profils un peu particuliers qu'on met sous le nom de neuroatypisme, c'est les personnes qui sont à haut potentiel intellectuel, HPI. Ce qu'on appelle aussi notamment les enfants précoces ou zèbres, un terme qui a été assez vulgarisé ces dernières années, notamment par Jeanne Siofaka, une psychologue. Voilà. Donc le neuroatypisme, en fait, ça recouvre toutes
différentes variétés de profils qui ont en fait un fonctionnement neuronal ou cérébral un peu différent. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que ça regroupe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, quand même pas mal, hein. Et alors, je me permets du coup de continuer un petit peu là-dessus. En fait, moi, je préfère le terme de neurodiversité que neuroatypisme. C'est un terme qui a été posé dans la fin des années 90 par c'était une sociologue, je crois, australienne, qui était militante autiste et qui en fait voulait essayer de développer en fait, enfin, de remettre en cause le fait qu'on puisse être différent par rapport à une norme donnée. Et donc le concept de neurodiversité, c'est en fait de comparer l'espèce humaine comme à la biodiversité qu'on peut voir dans la nature et de se dire que bah oui, on est des personnes qui sommes différentes avec des fonctionnements cognitifs et cérébraux différents, mais de plus parler de normes ou hors normes et en fait d'être dans quelque chose de très inclusif. Voilà, donc je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ce concept de neurodiversité ou pas. Non, non, j'avoue, pourtant, je suis de la petite enfance, hein, donc je devrais normalement connaître. Mais c'est vrai que c'est des aspects qu'on n'étudie pas beaucoup, qu'on n'étudiait pas beaucoup. En tout cas, moi, j'ai fait ma formation d'éducatrice. On a parlé d'autisme, Oui, on a parlé de handicap en général, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément, sauf si on décide de faire des stages dans des domaines particuliers. mmh. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose où je me suis pas plus questionnée que ça. J'ai commencé à me questionner en fait quand ma fille a eu des difficultés justement par rapport aux mathématiques et que à force de rechercher et puis après avoir eu un bilan orthophonique, ça a pris 2 ans parce que c'est très long d'avoir des rendez-vous orthophoniques. C'est Exactement. que à ce moment-là, quand voilà, elle a été diagnostiquée dyscalculiée, que j'ai commencé vraiment à m'interroger là-dessus. Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis pas partie voir beaucoup plus loin vu que je à tort, mais en tout cas, je suis pas touchée dans ma famille, donc du coup, j'ai pas été plus loin. Donc c'est aussi pour ça que je voulais que tu participes aujourd'hui. Ouais, mais c'est chouette, mais il est jamais trop tard, hein. Et puis c'est vrai que c'est souvent quand justement on est confronté, entre guillemets, à ces particularités-là chez nos enfants qu'on commence à s'intéresser à tous ces sujets. Mm. Et donc moi en fait, bah, ça a été le cas avec, j'ai mes deux filles qui sont à la fois au potentiel et puis qui un peu plus tard ont été diagnostiquées, entre guillemets aussi, avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. Et du coup, toi, en tant que maman, qu'est-ce qui t'a poussé du coup, à avoir un diagnostic? Alors, au départ, pour le premier diagnostic de haut potentiel qui a été posé, ça a été suite à un début de phobie scolaire de ma fille aînée, assez tôt, hein, à 4 ans et demi. Euh, Ah voilà. oui, Ouais, c'était compliqué. Donc, ce qu'on appelle la très phobie tôt, ouais. scolaire, hein, c'est le refus scolaire anxieux et c'est l'impossibilité d'aller à l'école, ou en tout cas de très grosses difficultés pour réussir à aller à l'école et à se mettre dans les apprentissages. Et j'avais été mise un peu sur la piste par une amie qui avait déjà un enfant qui avait été diagnostiqué à haut potentiel intellectuel. Donc quand il y a des problèmes comme ça, notamment de refus scolaire anxieux, c'est vrai que les psychologues essayent de regarder assez rapidement la piste du haut potentiel. Alors en fait, on fait passer un test à l'enfant. Donc c'était à l'époque, c'était le WIPSI parce elle avait moins de 6 ans. Entre 6 et 16 ans, c'est le WISC. Et ensuite, au-delà de 16 ans, c'est ce qu'on appelle le WAIS, W-A-I-S. Et en fait, ce test, il va permettre de voir si effectivement il y a un haut potentiel intellectuel. Alors, c'est communément ce qu'on appelle les tests de QI. Mais il faut sortir de l'image, je vais en reparler peut-être juste après du haut potentiel, hein, sortir de cette image juste de surdoué ou quoi que ce soit. En fait, dans ces tests, on prend en compte effectivement le fonctionnement un peu particulier que peuvent avoir les personnes qui sont à haut potentiel, donc qui ont un QI un peu plus élevé que la moyenne. On prend en compte aussi tout ce qui est dimension affective, fonctionnement dans la famille, etc. C'est pour ça que c'est important de s'adresser vraiment à des psychologues qui ont l'habitude de faire ça. Les psychologues scolaires le font aussi. Malheureusement, tous n'ont pas la chance d'être formés, de pouvoir détecter éventuellement des biais lors de la passation du test, comme l'anxiété, ou alors ne sont pas formés non plus pour y déceler d'autres troubles qui pourraient y avoir, comme par exemple un TDAH. Parce qu'un TDAH, il peut y avoir de très forts indices qui se montrent lors de la passation d'un test tel que le WISC. Donc en fait, moi, c'était ça. Mon ami m'avait mis un peu sur la piste et quand j'en ai parlé du coup avec une psychologue, elle a dit ouais, ok, effectivement, je pense qu'il faut tester.
Et donc, elle a été détectée dans ce cadre-là. Ouais, donc malheureusement, il a fallu qu'elle devienne phobique pour pouvoir poser un diagnostic. Ouais, c'est ça. Très souvent, hein, c'est quand il y a, en fait, quand il y a un problème, et c'est vrai que tant que ton enfant est plutôt bien dans ses baskets, finalement, on se pose pas trop de questions. Sauf éventuellement si, en tant qu'adulte, on a déjà été détecté, que ce soit pour le haut potentiel ou Oui, pour tu un fais plus attention trouble. aux éventuels signes quand toi-même tu es au courant. Ouais, c'est ça. Tu fais plus attention aux signes et puis ce sont aussi des particularités où il y a un caractère génétique qui est assez marqué en général. Donc c'est vrai Ouais, que si tu es tu au peux en parler? potentiel, il y a pas mal de chances, entre guillemets, que ton enfant soit aussi à haut potentiel. Pour le TDAH aussi, pour le TSA, trouble du spectre autistique, je connais un petit peu moins, et trouble 10 aussi, hein, donc j'en parlerai un peu moins peut-être ce soir. Pour le TDAH, c'est pareil, hein. Je crois que quand il y a un, voire les deux parents, ça peut monter jusqu'à 70% de potentiel TDAH également chez Mm. l'enfant. Et ça veut dire que toi et ou ton coparent, vous Ouais, avez aussi un TDAH ou vous êtes exactement. celle vous-même Exactement. et Et vous étiez aussi diagnostiqué ou c'est grâce à ça que vous l'avez c'est peut-être pu après, l'être? en fait. C'est justement en découvrant ça chez nos enfants, en lisant des choses, moi notamment, où je me suis dit, bah, tiens, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pour ça que j'ai connu ça étant petite, mais ça explique beaucoup de choses. Et finalement, ça m'a permis de mettre des mots sur cette différence. Moi, j'ai choisi de me faire diagnostiquer par la suite. Et effectivement, ça a confirmé le haut potentiel. TDAH, a priori, non. Et, euh, et mon mari lui a pas souhaité être testé, mais on n'a pas trop de doutes sur ça, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est important parce que finalement, ça nous permet aussi de mieux comprendre notre fonctionnement. Et puis avant tout, bien sûr, celui de nos enfants et de pouvoir mieux les accompagner en termes de parentalité. Mm. Et puis aussi dans les relations à l'école, parce que très souvent, ça a un fort impact sur la scolarité. Je pense que ça, tu le sais, notamment par rapport au trouble 10. C'est pareil, hein, Ouais. c'est un retentissement certain avec Bah, la après, scolarité. les troubles 10, alors il y a plusieurs sources. Il y en a qui disent vraiment que c'est neuronal et d'autres qui disent aussi qu'il y a une forme génétique. Mhm. Alors, il faut savoir que je suis complètement nulle en maths, hein, mais quand je suis nulle, c'est vraiment nul. J'ai eu 4 au bac en maths quand même. Et toute ma vie, je me suis dit, je suis nulle jusqu'à ce qu'on pose un diagnostic sur ma fille et que l'orthophoniste me dise, mais il y a certainement un facteur génétique aussi. Et oui. Alors, je me suis pas fait diagnostiquer parce que ça changera rien à ma vie maintenant, hein, Mm. mais, euh, mais c'est quasi sûr parce que j'ai toujours des difficultés en maths pour ma calculatrice et je sais pas pour ma fille. Alors, elle a eu des difficultés en maths, c'était en CP où la maîtresse voulait la faire redoubler. J'ai dit non. Elle n'a pas de difficulté dans les autres matières, il y a vraiment que en maths. Donc l'année entre le CP et le C20, c'est vrai qu'on a travaillé, j'ai sorti. C'est là où je me suis vraiment tournée vers Montessori que je connaissais un petit peu, mais du coup on a sorti tout le matériel Montessori et elle a rattrapé tout son niveau de maths à ce moment-là, Oui. à tel point qu'en CE20 en fait les maîtresses ne se sont pas rendues compte qu'elle avait une dyscalculie. Donc elle a passé son CE1 tranquillement, on va dire. Alors toujours avec des petites difficultés, mais sans plus. Et en CE2, ça s'est un petit peu plus accentué. Et j'ai mis, je crois, 1 an pour avoir un rendez-vous avec une orthophoniste, donc le temps de faire les bilans, etc. Mm. Et c'est qu'en CE2 qu'elle a vraiment été diagnostiquée dyscalculique. Euh, ce qui est là, c'est que, alors j'ai parlé vraiment que de la dyscalculie parce que les autres troubles 10, je les connais pas. Mais pour la dyscalculie, c'est pas seulement ne pas connaître les tables de multiplication, ça sert à rien d'ailleurs. L'orthophoniste l'a bien dit, ça ne sert à rien d'essayer de faire apprendre les tables de multiplication à un enfant dyscalculique. Il n'est Mm. pas en capacité. C'est aussi, elle compte toujours sur ses doigts. Ouais. Pourtant, niveau sixième, elle a 12 ans, voilà, elle n'est pas en capacité. Voilà, c'est vraiment au niveau du cerveau. Donc, il y a plusieurs fois, il y a des gens qui me disent, mais tu sais pas faire ça. Et quand tu leur réponds, bah, en fait, non, elle peut pas. Mm. Son cerveau n'est pas en capacité de faire ça. C'est comme tu lui donnes un problème de maths, elle va pas pouvoir le résoudre parce qu'elle comprendra pas quelle opération il faut effectuer. D'accord. Donc, au niveau du cerveau, ces connexions-là ne se font pas. Donc, mais même un truc tout simple, hein, tu fais le tour du stade. Combien de fois tu as fait le tour du stade pour faire 10 km, par exemple? Mm. Et ça, elle sera pas en capacité de le faire.
Voilà, donc, j'avais tendance pas à minimiser les choses parce qu'on peut être mauvais en maths et s'en sortir dans la vie. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, elle fait rien de particulier. Je veux dire, j'en l'envoie pas chercher du pain ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça peut avoir une incidence sur la vie quotidienne, sur le rendu de monnaie. C'est tout bête, Ouais. mais elle n'est pas en Ouais. capacité de savoir combien on doit lui rendre comme monnaie. Et de vérifier. Donc à l'heure actuelle, effectivement, on a les cartes bleues, etc. Mais voilà, si elle doit dépenser de l'argent, elle ne sera pas en capacité de se dire je donne un billet de 20 et ça coûte 15,60 €, combien on va me rendre? Elle n'est pas en capacité de le faire. Hum, C'est toutes ces petites choses-là qui font que ça a une incidence sur la vie quotidienne. Exactement. Et ce que je faisais, c'est qu'en recherchant tout à l'heure, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, oui, ça a une incidence. Actuellement, ça, on n'a pas sur elle, à part que pour le programme de maths où elle n'est pas bonne. Mais ça aura forcément une incidence à un autre moment. Hum, En grandissant, il faudra qu'elle trouve, qu'elle s'adapte en fait, tout hum. bêtement. Et à l'heure actuelle, niveau scolaire, à part en maths, elle est bonne dans les autres matières parce que elle a compensé aussi. Oui. Donc je sais pas si par rapport au TDAH ou au fait d'être surdoué, il y a une compensation aussi. Oui. Alors, je regarde juste je vois qu'il y a une petite remarque, justement, Oui, Cartman qui dit oui, un adulte. Ouais. c'est ça, un adulte, oui. Ouais. Effectivement, la question est très bonne. Un adulte qui a un problème de dyscalculie peut avoir des problèmes d'horaire de train, par exemple, c'est exactement ça. Hum, Tu prends le train, un adulte ou même un enfant, mais plus on va parler d'adulte là, par rapport à la question, c'est que l'adulte, si tu lui dis ton train part à 15h50, tu arrives à 17h10, il peut avoir du mal à savoir combien de temps va durer le trajet. Voilà, ça va jusque-là, en fait. ouais. Ouais, donc ça a vraiment Et, un impact sur la vie ouais, quotidienne, hein, c'est clair. Et tu vois, bah, je mettrais du coup, à part le haut potentiel intellectuel, parce que même si on parle d'un neuroatypisme, pour le coup, parce que c'est un fonctionnement cérébral qui est différent, à ma connaissance, il n'y a pas cette dimension de trouble, entre guillemets, neurodéveloppemental. Donc, c'est pas les mêmes impacts. Mais pour prendre le TDAH, effectivement, bah, comme les troubles 10, il va y avoir des impacts non seulement en milieu scolaire, mais aussi dans le quotidien. Alors, j'aimerais bien rappeler quelque chose que toi, tu connais bien en tant qu'accompagnante parentalité aussi. C'est peut-être quand même un petit peu avoir des repères en matière de développement du cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau d'un être humain, il se développe et il devient complètement mature juste autour de 25 ans, ce qui est juste énorme. Et mm, ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas souvent en tête. Quand on a un trouble neurodéveloppemental tel que le TDAH ou les troubles 10 ou un trouble du spectre autistique, il va y avoir un peu de retard. Donc souvent, ça va être 27, 28 ou 30 ans où le cerveau va être complètement mature. Et ce n'est qu'à partir de 6-7 ans que la partie frontale du cerveau, donc notamment le cortex préfrontal, va commencer à maturer pleinement et notamment à mettre en place des connexions neuronales avec les autres aires cérébrales. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est justement au niveau du cortex préfrontal que se trouve le cortex préfrontal est le siège de tout ce qu'on appelle la réflexion et notamment ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont toutes les fonctions qui vont permettre de raisonner, d'apprendre à traverser les émotions, etc. Pour donner des exemples de fonctions exécutives, ça va être par exemple la planification. Donc justement, réussir à prévoir les choses. Ça va être aussi ce qu'on appelle l'inhibition. Ça va être, c'est-à-dire la capacité à s'empêcher de faire quelque chose parce que ce n'est pas une réaction qui est socialement acceptable. Donc c'est vrai que les enfants TDAH, après c'est à des degrés plus ou moins divers, hein, que ce soit TDAH, trouble du spectre autistique, trouble dissocié, il y a quand même une graduation. Hein. Ça peut être plus ou moins fort. Par exemple, le TDAH, il y a quand même trois volets, ouais, pour revenir un petit peu en arrière. Il y a à la fois ce qu'on appelle une particularité attentionnelle, une particularité en termes d'hyperactivité ou pas, et puis d'impulsivité. Donc ça va être le fait de réagir très rapidement aux choses, se jeter sur un énoncé sans forcément l'avoir lu en entier, ou alors réagir de manière qui peut apparaître disproportionnée hein, quand tu es énervé par quelque chose ou quoi. Enfin, voilà. Et donc l'inhibition, en fait, tu vas te retrouver avec un enfant ou un adulte qui va être un peu sans filtre. Moi, il m'est déjà arrivé
ma plus jeune fille, hein, pour pas la citer, cadeau d'anniversaire, elle ouvre le cadeau, ah bah non, j'aime pas ça. Voilà, devant l'autre enfant qui lui a offert, etc. Tu vois, il y a des choses où il n'y a pas forcément de filtre. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas cette capacité d'inhibition qui est assez développée. Ça va être aussi donc, tout ce qui est rangement, hein, par exemple. Ça va être aussi pour réussir à mieux traverser les émotions. Enfin, du coup, ça va avoir des impacts non seulement sur les apprentissages, mais aussi beaucoup sur le quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a de gros retentissement. Mm. Ouais, mais après, je sais pas si on va être d'accord ou pas. Je pense qu'on va être d'accord sur le fait de dire que une éducation dite respectueuse, ça va être la même chose pour un enfant dit lambda qu'un enfant avec un neuroatypisme. Les bases sont les mêmes. Après, il y a peut-être des ajustements à faire en fonction justement du trouble, mais les bases sont les mêmes. Je veux dire, à faire attention aux besoins de l'enfant, écouter ses émotions, les prendre en compte ses besoins. C'est la base. Donc après, est-ce que, d'après ton expérience, il y a quand même des choses à mettre en place un petit peu plus spécifiques par rapport à ça? Alors, effectivement, il peut y en avoir, mais je te rejoins totalement. Pour moi, il est même hyper important d'être dans une éducation respectueuse avec des enfants atypiques. Euh, donc, pour redire un peu, hein, effectivement, l'éducation respectueuse, c'est ce que tu disais, c'est être à l'écoute des besoins de l'enfant, être à l'écoute de ses propres besoins aussi, hein, et réussir à les faire, à les combler ensemble, selon une certaine temporalité en fonction de l'âge de l'enfant. C'est aussi reconnaître qu'on est humain et que parfois, nous, en tant que parents, il peut nous arriver encore de déraper, mais de l'expliquer à l'enfant, de s'excuser, de revenir Mm. sur ce qu'on a pu dire ou faire, et puis surtout de sortir de la violence éducative, donc ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, à savoir les cris, les coups. Alors, c'est pas que la violence physique, hein, c'est aussi toutes les violences psychologiques. Donc, effectivement, les coups, les gifles, tapes, les cris, les humiliations, le fait de rabaisser Le l'enfant, chantage. le chantage, notamment le chantage affectif, le fait Mm. d'ignorer l'enfant, etc. Toutes ces choses-là. Les punitions aussi, hein, font partie de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, qui, on rappellera, sont interdites depuis la loi du 10 juillet 2019 en France. On Mhm. est très en retard, hein. La Suède les a interdits depuis 1979 et on voit que ça donne une Mm. société totalement différente en matière de parentalité et plus largement de relations adulte-enfant. Mais, pardon, je suis désolée pour cette petite toux. Effectivement, pour moi, c'est la base de toute façon pour tout enfant, mais je dirais a fortiori, moi, quand je me suis lancée dans ce type de parentalité avec mes filles, je ne savais pas qu'elles étaient atypiques, mais je me dis, mais heureusement, parce que, euh, parce que je pense que ça fait effectivement sinon de gros dégâts. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces enfants qui ont ces particularités, c'est pas qu'ils ne veulent pas faire les choses, c'est tout simplement, comme tu le disais tout à l'heure, qu'ils ne peuvent pas. Leur cerveau est câblé Oui, de telle façon qu'ils ne sont pas en capacité de répondre à certaines de nos demandes. Notamment un enfant TDAH, mais ça sera un peu pareil aussi pour un enfant qui a un trouble du spectre autistique, un enfant autiste. Si tu ne prends pas la peine d'attirer son attention, ça va être souvent, alors soit en le touchant, si c'est un enfant qui n'est pas trop hypersensible au toucher, ça il faut y faire attention aussi, ou en établissant un contact visuel, en s'assurant que il n'est pas en train d'être concentré dans une tâche, parce que sinon tu n'obtiendras absolument pas son attention, quoi. Voilà. Donc il y a des petites choses un peu spécifiques à mettre en place. Et je mais trouve tu ça. vois, ça, c'est plus spécifique parce qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Mais en même temps, ça rentre aussi pour les enfants lambda. Je veux dire, un enfant, quand tu t'adresses à lui, tu te mets à sa hauteur. Tu ne lui parles pas d'un bout de la pièce à l'autre non plus. Hum, Alors, effectivement, moi, j'ai connu un enfant, alors, il n'a jamais été diagnostiqué, pardon, un TDAH, mais il a eu beaucoup, beaucoup de signes. Alors maintenant qu'il est adulte, ça ne se voit absolument pas. Donc je ne sais pas s'il a appris à compenser ou autre, mais c'est vrai que pour lui parler, on était vraiment obligé de se mettre vraiment face à lui en fait. Tu pouvais pas juste te mettre à côté de lui ou juste face à lui. C'est vraiment, limite, tu devais te coller à lui, poser ta main sur lui pour lui dire, eh oh, je suis là, regarde-moi. Ce juste de se poser devant lui ne suffisait pas. hum. Il y avait vraiment ce besoin où
je te touche pour t'amener à te faire comprendre qu'il y a une présence là devant toi. C'est ça. Et ensuite, il pouvait nous regarder et on pouvait amorcer un dialogue, une demande ou autre. Mm. Et il y avait vraiment ce besoin à la fois physique et de proximité. Mais c'est vrai qu'après, c'est des choses qui sont à mettre en place, oui, des petits, quoi. Exactement. Et puis qu'après, tu prends assez vite le pli hein, pour les mettre en place. Après, il y a des choses un peu plus complexes, hein, notamment en termes de planification des tâches. Ça va passer par des plannings. Ouais, voilà. Mais c'est pas. Je sais que c'est pas toujours simple. Hein, c'est vraiment des défis. Mais il y a une chose aussi qui fonctionne très bien et qu'on retrouve aussi dans la parentalité respectueuse, c'est le fait d'associer l'enfant. L'associer à la réflexion pour résoudre des problèmes. Alors pas sur le moment, pas en cas de crise, mais c'est vrai que la résolution de problèmes de manière ce qu'on appelle collaborative, donc adultes et enfants ensemble, et de manière proactive avant qu'un problème se présente à nouveau. Parce que Mm. souvent on est face à des problèmes récurrents, hein, de toute façon on le voit bien en tant que parent. Et bien ça, c'est quelque chose qui aide énormément, de pouvoir associer l'enfant et réfléchir avec lui et prendre en compte surtout son ressenti par rapport au problème et les pistes de solutions qu'il propose. Et Ouais, mais comme tu alors, dis, ça, on peut le faire de façon préventive, entre guillemets. mm, Pas pendant la crise, parce qu'en général, on n'est pas en capacité, quoi. La personne qui fait la crise, elle n'est pas en capacité d'entendre. Mais c'est des choses toutes bêtes comme, par exemple, l'élaboration des repas, oui, faire les courses. C'est justement avant la crise, ça permet de lui dire, bah voilà, je te prends en compte, tu peux me donner tes idées, on fait quelque chose avec. Alors c'est un truc tout bête, hein, mais ça va permettre une première amorce sur d'autres résolutions de problèmes qu'on va pouvoir mettre en place pour des choses un peu plus graves entre guillemets ou qui nécessitent plus de collaboration. Et mm, c'est pour moi ça c'est le premier pas, tu vois, c'est mettre les choses en place d'une façon simple comme mettre en place une routine du matin, une routine du soir pour préparer avant l'école, qu'est-ce qu'on fait quand on revient de l'école. C'est exactement. euh, c'est pas ouais, c'est pas que pour les enfants avec des troubles, mais ça va être plus accentué, je pense. C'est ça que tu veux dire? C'est que ça va devenir vraiment quelque chose d'assez indispensable, sauf à tomber sinon vraiment dans la punition, l'adulte qui décide, etc. Et c'est vrai que ce sont quand même en général des enfants qui ont... Voilà, c'est pas simple au quotidien. Et c'est encore moins simple par rapport à l'image que la société t'en renvoie, que ton enfant effectivement est différent. Même parmi les professions médicales, encore plus aussi parmi les enseignants qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces différences-là ou alors vraiment à la marge. Et où finalement, quand ton enfant est différent, que tu vas venir, tu vas monter au créneau pour te battre, etc., pour faire reconnaître que, ou alors parce que ton enfant est sans filtre, etc., on va te dire que c'est juste un enfant qui est mal élevé, mal éduqué, que c'est la faute des parents. Mm. Et très souvent, les parents, et plus particulièrement la maman, est mise en cause dans sa manière d'éduquer ses enfants. Moi, ça, je l'ai entendu, mais vraiment souvent, que ce soit pour moi ou pour d'autres mamans concernées aussi autour de moi. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que du coup, tu te retrouves à nouveau avec la pression de la société qui t'enjoint quelque part de retomber dans des comportements relevant de la violence éducative ordinaire parce que c'est à ça qu'on a été habitué depuis tout petit, depuis des générations, quoi. Donc ça, c'est pas simple effectivement d'en sortir, je trouve. Non, Et mais tu vois, comme en tu dis, plus, les professionnels sont pas forcément formés parce que moi, non, je vois, c'est moi, en tant que parent, qui ai dû expliquer, a dû se calculer à l'école ouais. parce que c'était pas connu. Il y en avait qui n'avaient même pas entendu parler de ce nom-là. Ils connaissent la dyslexie, Hum, qui est plus répandue déjà et qui est plus mis en avant actuellement, même oui, si on commence à parler un petit peu plus de dysorthographie, de dyspraxie, etc. Mais la dyscalculie, comme ça touche moins d'enfants, on en parle moins. Ça touche plus les filles que les garçons, a priori. mhm, Et on dit juste, il est pas bon en maths, c'est ça. tu vois. Voilà, Mais il a c'est pas de vrai que si on connaît pas, ça passe à la plaque, ça passe à côté parce que là, je vois, j'ai eu le contrôle de l'inspection académique de l'UEF et instruction en famille. Hum, c'est ouais l'instruction de famille. Et là, c'était une documentaliste plus une prof de français. Et la prof de français connaissait parce qu'en fait, ils avaient fait une formation sur la dyslexie, mais que la personne qui faisait la formation, euh, justement, connaissait la dyscalculie. Donc, elle en a parlé.
Mais sinon, la prof, pourtant, arrivée au collège, on est censé avoir brassé quand même pas mal d'enfants, euh, elle connaissait pas la base. Hmm. Donc là, c'est parce qu'elle a fait une formation sur autre chose, mais que la formatrice était au courant et qu'elle en a parlé, qu'elle-même était au courant. Sinon, elle passe complètement à l'as. Et je voudrais revenir sur le fait que les gens, le regard des gens est important. C'est vrai que, alors, je vais parler pour la France parce qu'on est en France, mais dès que tu as une éducation un petit peu différente de l'éducation traditionnelle, justement, Hmm. euh, tu passes pour un parent laxiste. Donc, ton enfant qui fait une crise dans la rue, tout de suite, on va pointer du doigt l'enfant qui fait la crise et le parent qui est là. Et en général, c'est la mère qui Souvent. on pointe le doigt. Bah, elle sait pas s'occuper de son enfant, elle le laisse pleurer. Mais alors, moi, je te mettrais une bonne baffe à ça. C'est Sauf ça. que, en fait, tu connais pas l'histoire de la personne. Donc, effectivement, ça peut être un enfant qui est en crise, Hmm. mais ça peut être un enfant, justement, qui a un trouble et bah, il sait pas quoi faire de cette crise. Hmm. Et on est encore beaucoup en France sur le regard des autres à se dire, bah, c'est un parent laxiste qui sait pas quoi faire, quoi. C'est encore un Ouais, enfant roi. c'est ça. Et Un enfant ça, c'est roi, vraiment quelque chose où il y a encore du boulot. carrément. Oui, surtout quand on sait, comme on disait tout à l'heure, que notamment la partie qui permet justement de prendre un peu de recul, de prendre de la distance et de réussir à commencer à apprendre à traverser les émotions, elle commence à maturer qu'à partir de 6-7 ans. Donc de toute façon, les crises des enfants même plus jeunes, c'est normal. Mais les crises des enfants plus âgés aussi, ça peut aussi venir de ces troubles neurodéveloppementaux, quoi, comme tu le disais. Et on est en retard en France par rapport à tout ça, par rapport à cette reconnaissance. Euh, Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me touche énormément par rapport au TDAH, c'est qu'encore la très écrasante majorité du corps médical qui est spécialisé dans le TDAH préconise en France aux parents de suivre ce qu'on appelle un programme d'habileté parentale et qui est la méthode Barclay, qui en fait a été mise au point par un psychologue américain il y a 30-40 ans à peu près. Et ça passe par exemple par le fait de récompenser en permanence l'enfant pour les bonnes actions. Pas nécessairement en lui offrant à chaque fois un cadeau, mais en tout cas au moins avec un système de gommettes ou d'images, avec une Mhm. récompense à la clé. Parce que, effectivement, en fait, sans vouloir trop rentrer dans les détails, une personne qui a un TDAH, il y a un problème de mobilisation de la dopamine, qui donc est une hormone qui passe par les neurotransmetteurs au niveau cérébral. Et il y a un problème de mobilisation, donc il y a de la déperdition de dopamine. Or, c'est ce qui permet l'activation de la récompense dans le cerveau et le fait d'être content quand tu as effectué une action. Donc du coup, on vient créer une récompense artificielle pour permettre de mobiliser un peu mieux cette dopamine et puis de faire que l'enfant soit dans un comportement dit positif. Donc ça s'appelle les techniques de renforcement positif. En soi, ça peut être important ça peut être intéressant de le faire parfois pour le motiver, mais dans ces cas-là, je dirais peut-être plus de réfléchir avec l'enfant en disant bah tiens, aujourd'hui quand même là on a un point où il faudrait vraiment que tu puisses réussir à faire un peu de tri dans ta chambre, peut-être telle partie en sectorisant, etc. Qu'est-ce que tu peux envisager pour ensuite te faire plaisir, te récompenser toi-même de cette action que tu as fait. Ah bah tiens, j'aimerais bien faire une demi-heure de jeu vidéo en plus aujourd'hui, et bah voilà, ok, quelque chose qui soit plus ressenti avec l'enfant. C'est en tout cas ce que je propose aux parents que j'accompagne. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est mis en place dans la méthode Barclay, c'est ce qu'on appelle le time out. Alors il peut y avoir la contention aussi, dire que quand ton enfant, parce que notamment les enfants TDAH qui ont un très fort degré d'impulsivité, vont avoir tendance à taper et à donner des coups. C'est fréquent que des parents se plaignent que leur enfant même a pu les frapper ou défoncer le mur, la porte, etc. Moi, j'en ai vu des parents concernés autour de moi. Et du coup, dans ces cas-là, on me dit de pratiquer la contention. Donc, autant te dire, j'en ai connu des mamans qui se prenaient des coups des bleus à essayer de contraindre un ado de 14 ou 15 ans qui est en pleine force et de le mettre en time out, donc de l'isoler dans une pièce volontairement. Et en fait, ça, même Barclay, pour l'avoir suivi en conférence il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, ne parle même plus de time out quand il parle d'aide à la parentalité. Or, en France, on est toujours sur cette méthode-là, qui est celle qui est proposée à quasiment tous les parents d'enfants TDAH, quoi. Et finalement, si ça peut apporter parfois des solutions à court terme, et c'est même pas forcément le cas, ça endommage aussi énormément la relation entre le parent et l'enfant.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement d'autres solutions qui sont possibles, que ce soit à travers la parentalité respectueuse, un enfant qui est écouté depuis tout petit, mais ça peut même se mettre en place après, hein, même à l'adolescence, même si ça peut prendre plus de temps. Il n'est jamais trop tard pour réparer les liens. Et moi, c'est pour ça que je m'appelle le métier à tisser, pour le métier à tisser des liens, hein, entre adultes et enfants, et parce que ces liens, on les tisse à quatre mains. Pardon. Et il y a d'autres possibilités. Il y a aussi toute une méthode qui s'appelle la résistance non violente, qui a été développée par un psychologue israélien, qui est respectueuse de l'enfant et qui permet à des familles de sortir de situations qui peuvent être extrêmement critiques, telles que des problèmes de fugue, des problèmes d'enfants qui justement tapent leurs parents, des problèmes d'enfants qui vont pas bien au point de faire des tentatives de suicide, etc. Quoi, et de rétablir ce lien avec les enfants. Parce que par exemple, les enfants et personnes ayant un TDAH sont plus sujettes aux accidents du fait des problèmes d'attention qu'il peut y avoir, du fait de l'impulsivité aussi, de cette recherche de sensations extrêmes, hein, à travers des sports extrêmes, notamment pour activer la dopamine, quoi, un peu plus, et la noradrénaline. Mais donc il y a d'autres solutions qui existent, et il y a tout un courant de psychologues américains qui a émergé déjà depuis plusieurs années, et qui disent eux-mêmes que justement ils étaient avant, ils conseillaient, ils avaient accompagné des parents en leur préconisant ce système de récompense permanente, de renforcement positif, de time-out, et même dans certaines conférences qui s'excusaient auprès des parents qu'ils avaient pu accompagner, parce que, parce que justement ils se sont aperçus que sur le moyen et long terme ça ne fonctionnait pas, et qui proposent d'autres solutions. Donc il y a notamment le docteur Ross Green qui est à fond sur tout ce qui est résolution de problèmes. Il y a une autre psychologue, le docteur Sharon Salin aussi, qui propose la méthode des 5C, qui est vraiment hyper intéressante. Et ça, malheureusement, en France, on n'a pas accès tellement à ces ressources, à part un livre du docteur Ross Green qui s'appelle L'enfant explosif, The Explosive Child, et qui justement est à destination des enfants TDAH. Et il a repris cette méthode-là pour l'inclure dans un livre plus large, mais qui malheureusement n'est pas encore traduit en français, qui s'appelle Raising Human Beings, donc élever des êtres humains, euh, les aider à les accompagner, les aider à grandir, et où justement il explique que finalement il a réalisé que ce qu'il avait pu mettre en place et conseiller en accompagnement de parents d'enfants TDAH, et ben finalement c'était quelque chose aussi qui était valable pour tout enfant, quoi, pour quelle que soit sa spécificité, sa particularité. Et donc là on revient vraiment au concept de neurodiversité, où finalement on est tous différents, hein, comme on est aussi de races différentes, et finalement il y a des choses qui fonctionnent très bien pour tout le monde, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place grâce aux neurosciences. Des Oui. choses qui ont été pensées il y a 40, 50 ans, qui étaient avant-gardistes à ce moment-là, effectivement, et qui, alors, soit sont complètement remises en question pour certaines choses, soit qui, au contraire, grâce à l'apport des neurosciences, on peut se rendre compte qu'effectivement, c'était une bonne idée. Donc, moi, je pense à Faber et Maslich, parce que je suis animatrice. Alors, tout n'est pas à prendre parce que, de rien, ça a 40 ans maintenant. Mais moi, quand je fais mes ateliers, je me dis, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place sans l'apport des neurosciences, justement. C'est vraiment des ateliers pour les parents, par les parents. Mais quand tu vois justement tout ce qui est apport avec le docteur Guéguen, alors je vais pas forcément parler de Fidiosa, mais vraiment Guéguen, tout le courant avec Dan Siegel, je ne me trompe pas sur son Daniel nom, Siegel, oui. Mm. Rosenberg, etc., où justement on prend plus en compte, t'as vraiment, j'ai l'impression, une mouvance, et j'espère qu'elle va pas être, comment dire, bafouée. C'est peut-être un gros mot pour le coup, mais quand on parle d'enfant roi, j'ai l'impression que c'est vraiment quand on essaye de faire de l'éducation positive, mais poussée à outrance, où justement, nous, on s'oublie en tant que parents, et quand Oui, on oublie que, effectivement, l'enfant a des besoins et des émotions, qu'il faut les accepter, mais qu'il y a des comportements, par contre, qu'on ne peut pas accepter. tout à fait. Après, il y a des comportements qui sont plus difficiles à pas accepter, mais à, comment dire, il y a des comportements que l'enfant ne peut pas gérer seul. Comme tu le Mm. disais, un enfant qui est en crise et qui tape,
c'est parce que justement, il n'arrive pas à gérer autrement. Et Mm. c'est là tout le travail d'accompagnement qu'il y a derrière. Et c'est toutes ces petites choses-là que nous, en tant qu'accompagnante, on essaye de mettre en place, mais qui manquent encore cruellement. Comme moi, je sais que avec ma formation d'éducatrice, mais j'aurais aimé avoir tous ces apports-là. Et pourtant, je suis sortie de ma promo en 2006, tu vois, et tout ça, on n'avait pas. Alors, je sais pas si c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas ou que c'était un courant que suivait pas forcément mon école de formation, hein, parce que nous, on était encore avec Freud, avec le stade, le complexe d'Oedipe, le Savannah, etc. Mm. J'ai jamais compris son truc d'ailleurs, mais voilà, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une mouvance et que il y a des personnes qui essayent vraiment de l'appliquer à l'extrême, Mm. justement en oubliant qu'on a tous aussi besoin d'un cadre, même nous adultes. Tout à l'heure, tu parlais du cerveau, ou justement à 25 ans, mais il suffit de regarder les gens parfois dehors qui se disputent et qui sont pleinement adultes, qui sont censés être pleinement en capacité de leurs émotions, etc. Et quand tu les vois s'énerver, quitte à se taper dessus, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé justement. Ce sont des adultes qui ne sont même pas en capacité de gérer, entre guillemets, leurs émotions à ce moment-là, Mm. parce que dans leur enfance, réellement, quand on fait partie de cette génération-là, je pense, où Ouais. on n'a pas eu cette éducation respectueuse. Alors, j'ai eu une très bonne enfance, mais je l'ai entendu quand même, si tu ne finis pas ton assiette, tu n'auras pas ton dessert. Bien sûr. Mm. C'est des choses toutes bêtes, mais bah oui, mais en fait, j'ai pas faim, je veux pas forcément mon dessert, ou si c'est un yaourt, ça glisse tout seul, donc j'ai Mm. plus envie de mon dessert que de mes pommes de terre, Mm. tu vois, et on l'entend encore, moi je sais que je l'entends encore, ou par rapport à la propreté, entre guillemets, je l'entends aussi par rapport à mon fils qui a 3 ans. Bah, t'as 3 ans, tu portes toujours des couches, Mm. bah, parce qu'il n'est pas encore en capacité. Ouais, et tout ça, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de génération où on est à la génération entre deux, où on a pris on remet un peu en question l'éducation que nous on a reçue et on essaye nous d'apporter une autre éducation à nos enfants en espérant qu'ils fassent encore mieux à la génération d'après. Comme moi, je le ressens comme ça. Et quand on parle de neuroatypisme, je me dis, c'est peut-être encore plus porteur, tu vois, de me dire, en fait, on est parti peut-être de ces enfants avec des besoins particuliers à vouloir mettre en place des choses pour ces enfants-là et qu'on peut se les approprier nous. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. On peut se les approprier encore plus. Et, mais comme tu disais, en fait, les neurosciences, hein, c'est un courant tout récent. Ça a débuté, les premières recherches, notamment en neurosciences affectives et sociales, hein, c'est le début des années 2000. Et il y a plein d'études qui sont en cours. Donc on va découvrir encore plein de choses. Et c'est vrai que ça, nos parents notamment n'y avaient pas accès. Nous, on y a tout juste accès. Je pense que comme tu disais, il y a aussi beaucoup de choses, je ne sais pas toi, moi c'est comme ça que j'ai commencé, qu'on a fait peut-être par intuition, en ayant l'intuition que c'était ça qui était bon en fait pour notre enfant. Après, Mm. avec une phase aussi, hein, j'en parle assez librement, où j'ai voulu tellement essayer de bien faire pour mon enfant que j'en suis arrivée à l'épuisement et à énormément de culpabilité parce que la parentalité positive que je découvrais il y a 15 ans quand j'étais enceinte de ma fille aînée me donnait plein d'outils, plein de clés à appliquer. Et en fait, ça marchait pas toujours, j'y arrivais pas, je m'oubliais complètement. Et je note que tout à l'heure, tu en as parlé aussi. Effectivement, nous aussi, en tant qu'adultes, en tant que parents, on a des besoins. Et c'est important de réussir à les écouter. Parce que sinon, on ne tient pas de toute façon sur la longueur. On a tendance après à Mm. retomber dans la violence éducative, même si on avait le plus fort désir d'en sortir et de ne pas l'appliquer. Et puis en fait, c'est pas un bon exemple à montrer non plus à nos enfants de s'oublier soi-même. C'est important d'apprendre aux enfants aussi de penser à eux. Quoi. Mais, ouais. Mais je pense on est une génération charnière qui commence à avoir accès à plus de connaissances, à prendre conscience de l'impact des violences éducatives qu'on a pu subir dans l'enfance. Comme tu le disais, après, du coup, on se retrouve étant adulte à pas forcément savoir traverser les émotions de manière saine, Mm. à rechercher les besoins qu'il peut y avoir derrière, etc. Quoi. Non, c'est sûr. Hein. Mais est-ce que déjà tous les adultes sont en capacité de reconnaître leurs propres besoins et leurs propres émotions? C'est Tu dur. vois? Si tu fais pas un Ça, c'est travail déjà dessus, quelque chose d'important. ouais. Et ça nécessite un travail sur soi parce qu'on ne nous a jamais appris à le faire.
Et c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants. Ça, c'est vraiment, Et vraiment parce important. qu'on part de loin, quand même se rappeler qu'au début du XXe siècle, comme on dit moi, début du XXe siècle, les enfants étaient encore opérés sans anesthésie parce qu'on pensait qu'ils ne Ouais, sentaient pas la douleur. Donc, ouais, quand tu pars de là, quoi, je veux dire, c'est pas si loin. D'accord, on est en 2021, début du XXe siècle, c'est 1900 et quelques, ouais, bon. mais Même c'est plus pas que si ça, loin je que ça pense. non Ouais, plus, ouais, tout à tu fait. vois. Ouais, mais je crois que même en 1930, je me rappelle plus les dates exactes, mais on opérait quand même les enfants sans anesthésie. Mm, Donc, ça te montre à quel point on part de loin, en fait. mm, Et sur l'échelle de l'humanité, c'est proche. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on a perdues. Je veux dire, les primates, ils ont leur bébé avec eux accroché. Et t'as l'impression que ça, on l'a perdu. mm, Pourtant, on est censé descendre du singe. Et quand tu vois, moi, je sais que ma fille aînée, elle a 12 ans. Moi, il y a 12 ans, je la portais en écharpe. J'avais l'impression d'être une extraterrestre. J'étais toute mm. seule dans la rue. Et même mon dernier qui a 3 ans, pourtant, j'habitais dans le Val d'Oise quand il est né. Il y avait très, très peu de parents avec une écharpe de portage. Ouais, Le nombre de fois où on m'a arrêté en me disant, il a l'air bien comme ça. Ouais, mais en fait, c'est la base, quoi. Le singe, il tient son enfant, bah, l'enfant, il s'accroche au poil. Et on vient de là et j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup de choses mm, en peu de temps, quoi. Alors, bon, je me rappelle pendant mes études, on me disait bien qu'à une époque, on essayait de pas s'attacher aux enfants parce que la mortalité infantile était très élevée. mm. Donc, on s'attachait pas à eux au cas où il allait mourir. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et que l'instinct, comme tu dis, qu'on pouvait avoir, on l'a un peu perdu. Mm. On essaye de le récupérer et en même temps, on s'accroche à tante Gertrude, qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport à son vécu à elle, à notre propre mère qui, elle, a fait d'une certaine manière. Mm. Mais en fait, on a tous fait, mais nous-mêmes, hein, on a fait avec les ressources qu'on avait à ce moment-là. Moi, Exactement. je sais que j'ai été éducatrice avant d'être maman, mais il y avait, quand j'étais en crèche, alors, en plus, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai jamais voulu travailler en crèche à la base et j'ai travaillé que en crèche. Je me suis toujours dit, il faut que je travaille comme si c'était mon enfant en face, pas avec l'affect maman-enfant, mais dans le sens où j'aurais pas envie qu'on traite mon enfant de cette façon-là, ou j'aurais pas envie qu'on parle à mon enfant de cette façon-là. Ouais. Tu vois, un truc tout bête, je me rappelle une fois, les enfants étaient à table et une de mes collègues, alors je sais plus pourquoi, peut-être que l'enfant il mangeait pas assez vite, j'en sais rien, elle lui dit vide ta bouche. Mm. L'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tout recraché sur la table. Et en fait, elle a pas compris quoi. Je me rappelle de sa tête, un petit peu outrée. Et puis, je sais plus ce qu'elle lui a dit par contre. Et je fais, mais c'est normal, en fait, tu lui as dit de vider sa bouche. Donc lui, il l'a vidé. Tu lui aurais dit d'avaler, il aurait certainement avalé. Mais si tu lui dis vide ta bouche, lui, le premier truc qu'il fait, bah, il recrache, quoi. Bah oui. Et je me suis toujours dit, mais c'est à nous de faire attention en tant que parents et en tant que professionnels, quand on est professionnel de l'enfance, de faire attention à la façon dont on parle à l'enfant, parce que justement, c'est nous, en tant qu'adultes, nous sommes le modèle des enfants. Donc, si Mm. tu veux qu'il ait un comportement acceptable, entre guillemets, il faut que toi-même, tu aies un comportement acceptable. Tu peux pas dire à un enfant de Ouais. pas crier, de pas taper si toi-même tu le fais. Et pour moi, Exactement. toi, ça part déjà de là. Et Mm. c'est des choses qu'on n'a pas en maternité. Jamais on te parle de ça. Alors que ton enfant, tu te retrouves avec, ça fait 9 mois que tu l'attends, Mm. tu te retrouves avec lui. Moi, je sais pas quel souvenir tu as à la maternité, mais moi, je me suis sentie seule. Moi, j'avais qu'une envie, c'est de partir de la maternité, quoi. Tu vois, de me Ouais. retrouver chez moi dans mon cocon parce que je me sentais pas à l'aise à la maternité. Et quand on te parle, tu as l'impression d'être une demeurée. Mm. Non, bah, tu viens d'avoir ton enfant, tu sais pas. Merci, coucou. Voilà, non, mais c'est des choses où on te montre pas, quoi. À part te montrer comment on fait le bain à ton enfant, et encore. Mm. Et voilà, toutes ces petites choses-là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu tout ça. Et que, alors, encore une fois, je vais parler pour la France, mais c'est, voilà, tu fais un bébé, tu dois le garder 2 mois et demi, tu le mets à la crèche, et puis après, tu te tais, en fait. T'as pas le droit de te plaindre si ça va pas. Si il dort pas bien, bah, c'est forcément que c'est toi qui as un problème. Ouais. C'est toi qui fais pas bien, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire stop, on va peut-être recaler un petit peu au début, réfléchir à ce que c'est un enfant.
Et que quand on devient parent pour la première fois, en vrai, on ne sait pas, quoi. C'est Même si clair. on a lu plein de livres, en vrai, on ne sait pas. Bah non, carrément. Non, et puis c'est compliqué hein, avec les livres. Mais d'ailleurs, tu sais, enfin, il y a un proverbe africain qu'on entend assez souvent, mais c'est vrai qu'on dit il faut tout un village pour élever un enfant. Et en fait, c'est super dur parce que Mhm. dans nos sociétés occidentales, on se retrouve assez isolé pour d'un seul coup s'occuper de notre enfant, avec quand même des injonctions qui viennent notamment du corps médical, paramédical, éventuellement de ta famille aussi, mais qui sont ce qu'ils ont pu connaître une génération avant, et puis des injonctions de la société. Et c'est compliqué d'apprendre à se faire confiance et de se dire aussi que tout ne va pas toujours être rose, que la maternité et la paternité, ouais, il y a plein de côtés absolument géniaux, mais il y a aussi des choses qui sont extrêmement difficiles parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. En fait, on découvre avec son premier enfant, on redécouvre avec le deuxième, parce que de toute façon, chaque Mhm. enfant est unique. Ça vient nous chercher dans nos limites, ça vient nous chercher dans toutes les blessures qu'on a pu emmagasiner en nous depuis qu'on était enfant. Il peut y avoir des problèmes d'alimentation, des problèmes de sommeil. Il peut y avoir des particularités aussi neurodéveloppementales, comme toutes celles dont on vient de parler, qui font que tu as de quoi perdre la tête et perdre tes moyens parce que tu as l'impression de ne pas y arriver et finalement d'être un mauvais parent parce que ça va très souvent être l'image qu'on va te renvoyer parce que ton enfant va être différent ou parce que tu as choisi tout simplement de le laisser aussi évoluer et être tel qu'il est et de respecter sa liberté, quoi, de le laisser en Mm. mouvement, de le laisser exprimer ses émotions, etc. Donc c'est pas simple. Hein. Mm. Non, c'est pas simple. Mm. Mais Il ne faut pas hésiter à tu demander vois, dans ces cas-là. Et non, c'est il faut pas hésiter à demander de l'aide. Mais ça, mm. c'est pareil, c'est pas forcément bien vécu. On n'a pas cette habitude de demander de l'aide. Il y a Non. toujours le petit côté jugeant. Et puis, comme moi, je vais encore parler de moi, hein, mais je me revois à la maternité pour mon aîné. Il y avait une réunion par rapport à l'allaitement. Je crois que c'est une sage-femme qui était là et qui pose la question, jusqu'à quand vous pensez allaiter? Mm. Donc, je fais, bah, tant que le plus longtemps possible, quoi. Et là, mort de rire, non, mais à 18 ans, il faudra arrêter. Ah, 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 ah. Donc ça, tu vois, c'était il y a un peu plus de 12 ans et je l'ai regardé et en fait, je suis partie. Je me suis dit, bah, si c'est ça les conseils à la maternité, Mm. on est mal barré, quoi. Alors bon, il s'avère que l'allaitement de ma fille, ça a été le plus court sur mes 4 enfants. Oui. Mais je me dis, mais comment tu peux être sage-femme et dire ça? D'accord, c'était pour rire, mais non, parce qu'une maman qui est pas au courant, et sur l'allaitement, on est encore très très loin en France là-dessus, je me dis, mais tu pars déjà en lui mettant un a priori, c'est pas ça pour moi l'aide, tu vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est dès la maternité qu'il y a des choses qui devraient se mettre en place. Mm. Moi, je vois avec ma formation de portage, on apprend à porter bébé à bras. 4 enfants, jamais on m'a appris ça à la maternité. Oui, c'est Tu vrai. vois, on m'a montré le bain. Mais c'était pas ça qui était important pour moi, de Mm. savoir faire un bain, et surtout quand on me dit de savonner mon enfant en dehors de l'eau, comme ça il se les caille bien. Tu vois, c'est le conseil à la noix. Pour moi, en tout cas, c'est le conseil à la noix. Ça fait 9 mois qu'il est dans le ventre à une température de 37 degrés. Donc, le laver en dehors de l'eau, pour moi, c'est juste une aberration. Mais on en est encore là, tu vois, ça, c'était il y a 3 ans encore. C'est Et je vrai. me dis, t'as les conseils. Et d'une sage-femme à une autre, d'une auxiliaire à une autre, tu as des informations différentes. Oui. Il y a toutes ces choses-là qui sont à mettre en place. Et après, quand tu vas voir ton pédiatre, tu as encore autre chose. Mm. Et puis, bah, tu as ta mère qui va te dire, ah oui, mais moi, je faisais comme ça. À l'époque, ça se passait comme ça. Et puis, il y a ta copine qui va dire, non, mais je comprends pas parce que moi, je le mets au lit et puis il dort tout de suite. C'est Tu ça. as toutes ces petites choses-là qui te Ouais, font te remettre en question toi et que tu te dis, ah, mais en fait, je suis en train de faire un truc super naze avec mon enfant. exactement. Et moi, quand j'ai les parents d'atelier, je fais, ouh, c'est vous les premiers éducateurs de vos enfants, c'est vous qui les connaissez. Ouais, C'est des choses où on va replacer les choses à la base. C'est votre enfant, vous l'avez porté pendant 9 mois, c'est vous qui vivez avec, c'est vous qui voyez comment il grandit. Et toutes ces choses-là, j'ai l'impression c'est déjà ça qu'il faut remettre en place pour les parents, tu vois, des fois. carrément. Et honnêtement, moi, si c'était à refaire, je me tournerais vraiment vers de l'accompagnement, en fait, dès tout petit. Parce que parce qu'on a besoin. On a besoin
d'être rassuré sur sa posture et d'avoir quelqu'un qui nous apprend à nous faire confiance. Je crois que c'est vraiment ça, Mm. ouais, de pouvoir se faire confiance. Moi, c'est pareil, pour l'allaitement, ça a été aussi compliqué. Je me souviens qu'après, j'en étais venue à dire non, non, mais c'est bon, je sais, je suis une extraterrestre. Oui, ma fille a 3 ans et demi et je l'allaite encore, quoi. Et effectivement, ouais, il y en a une, c'était jusqu'à 3 ans et demi, l'autre un tout petit peu avancé 4 ans. Mais c'est malheureux de devoir se justifier, de se dire qu'on est extraterrestre. Après, voilà, c'est un choix. Hein. De toute façon, on peut choisir aussi de ne pas allaiter, etc. Mais de partir Mm. avec des a priori tels que ceux que tu décris, c'est vraiment dommage. Ouais. Mais c'est ça. Mais je vois la quotidien qui dit elles sont pas formées au portage, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu des parents l'autre fois en atelier. Ils ont fait un atelier de portage avec une sage-femme. Alors, je sais pas si elle a été formée ou pas. Je ne vais pas poser la question parce que je n'étais pas là pour ça et je n'étais pas là pour juger la sage-femme. Mais ils n'ont jamais réussi à porter leur enfant. Mm. Mais, Ouais, à un moment quelconque, tu vois, il y a un suivi aussi que moi, je sais qu'en tant que monitrice, j'envoie toujours un petit message plus tard pour savoir si ça se passe bien, s'il y a besoin de revenir. Et c'est inclus, en fait, tu vois, dans mon tarif, de me dire, on fait une deuxième visite si vous avez besoin, parce que c'est mm. aussi important d'être rassuré. Moi, j'ai des parents qui sont déjà revenus, qui installent leur bébé, et je leur fais, pour vous, quel est votre problème? Ah, ben non, en fait, c'est génial, je suis bien installée. Bah oui, Vous aviez juste besoin d'être rassuré. c'est ça. Et tu vois, et c'est ça le petit, juste besoin d'être rassuré. Mm. Parce qu'ils ont les capacités en eux. C'est ça. Mais je pense Et que c'est c'est ce petit important. truc-là de leur dire, vous avez les capacités et vous êtes en capacité de vous occuper de votre enfant. Votre enfant Exactement. a des capacités aussi. Mm. En fait, pour moi, tout ça, c'est lié. Ouais. Tu réassures le parent, lui peut réassurer son enfant, et ainsi de suite. Et je pense que c'est super important aussi de le redire. Alors, je sais pas, on arrive déjà à presque 1 heure. Je s'était dit, Ouais, c'est je ce sais que pas j'allais dire. d'ailleurs Ça si va ça couper. coupe ou pas. J'ai jamais essayé de faire un live Insta de Je crois que ça 1 heure. coupe. Mais pour en revenir sur cette thématique des enfants neuroatypiques, là aussi, mais j'ai envie de dire, parents, fais-toi confiance parce que tu es vraiment le mieux placé pour comprendre ton enfant et que ça va être malheureusement un peu un parcours du combattant vis-à-vis du reste de la société pour justement être à l'écoute de cet enfant et lui donner toutes les chances de développer son plein potentiel. Parce que même s'il y a des challenges qui peuvent être liés, notamment aux troubles neurodéveloppementaux dont on a parlé, et ben il y a aussi des choses qui sont vraiment super chouettes, telles que en général une créativité débordante, ou encore la capacité à trouver des solutions, comme on dit, out of the box, etc. Quoi. Et si tu regardes d'ailleurs dans beaucoup d'artistes, je vais citer par exemple Ariana Grande pour faire plaisir à ma grande, et ben, elle est TDAH et t'en as plein comme ça en fait, tu t'aperçois dans les artistes effectivement. Donc faire confiance aussi à son enfant et lui permettre d'évoluer dans un environnement dans lequel on va lui permettre de développer ses talents et pas forcément de réussir à rentrer dans les cases dans lesquelles la société attend qu'il rentre. Quoi. Mais ça nécessite d'avancer et puis d'être dans cette parentalité respectueuse. C'est vraiment, à mon sens, lui faire le plus beau cadeau qui soit. Quoi. Bah, c'est un Voilà. très beau mot de la fin. Ouais. Bah écoute, un grand merci Céline parce que ça m'a fait super Merci à plaisir toi. d'échanger avec toi sur cette thématique. On n'a pas beaucoup parlé du haut potentiel, qui est un peu à part. Finalement, on est allé sur les troubles neurodéveloppementaux, enfin, troubles en tout Mais cas. on pourra faire un autre live. Voilà, on pourra continuer à en parler. Et puis, n'hésitez pas, comme tu l'as dit au début, s'il y a des questions aussi, à les mettre ensuite en commentaire sur le replay. Mm. Ouais, si j'arrive Plaisir à d'y mettre le répondre. replay, Ouais. je vais tester. Attention. Non, mais c'est très bien. C'était très instructif. Moi, j'ai quand même appris pas mal de choses, donc c'est cool. Bon, génial. Donc, je pense qu'on fera un autre live sur le potentiel. Avec grand plaisir.